Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va explorer un sujet un peu différent. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, un jour, si vous veniez de rencontrer un tueur en série? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer mes vidéos. C'est parti. Ma voiture est tombée en panne sur une route déserte. J'ai appelé un service de dépannage et on m'a dit que ça prendrait 1 heure. Ok, d'accord, pas de problème. Je suis allé m'asseoir dans ma voiture avec les clignotants allumés. Peu de temps après, une autre voiture arrive. Elle se gare à côté et le conducteur commence à me parler. Il me dit qu'il est mécanicien et qu'il peut réparer mon véhicule, mais qu'il doit d'abord aller chercher des outils chez lui. À ce moment-là, je me disais que c'était un type vraiment sympa. Il faisait la conversation et semblait tout à fait normal. Je lui dis que le service de dépannage est en route et que ça devrait aller. Et à ce moment-là, je remarque que le type devient de plus en plus pressant. Il me dit de monter dans sa voiture et de venir avec lui. Ça sera rapide, que je devais juste m'asseoir dans la banquette arrière. Je refuse. Il continue d'insister. Il me dit de monter. Et je refuse encore. Le conducteur commence à s'énerver. Il se tire les cheveux, tape des mains sur le volant et il commence à m'insulter. Il veut toujours que je monte dans sa voiture. Il ouvre sa portière et sort. Je verrouille la mienne et je remonte la vitre. Il essaye d'ouvrir ma porte en me criant qu'il a besoin de m'aider. Il a répété plusieurs fois « Tu as besoin d'aide, laisse-moi t'aider ». À ce moment-là, 2 autres phares apparaissent dans le rétroviseur et le dépanneur arrive. Le type monte rapidement dans sa voiture et démarre pied au plancher. Le dépanneur allume ses projecteurs pour éclairer la zone, sort de la voiture et se dirige vers moi. Il me demande si tout va bien et s'il doit commencer à changer le pneu. Quel pneu? Je lui réponds que le pneu va bien et que c'est le moteur qui n'arrête pas de s'arrêter. Il s'est avéré que le type avait troué mes 2 pneus côté passager. Je tremble à l'idée de ce qu'il aurait pu faire. Dans mon bar préféré, j'ai rencontré un type qui buvait seul. Je me suis dit que ça serait sympa si j'allais lui parler en attendant que mes amis arrivent. Il n'arrêtait pas d'aborder la question du génocide, essayant de m'expliquer pourquoi c'était une si bonne idée et comment le monde se porterait mieux si certaines personnes mourraient. J'ai fait de mon mieux pour quitter la conversation dès que possible. Personne ne devrait parler de génocide à ce point lorsqu'il est seul dans un bar. Lorsque je travaillais dans le commerce de détail, j'avais un habitué qui venait me voir. Il avait l'air un peu bizarre, mais je pensais qu'il était simplement maladroit. La dernière conversation que j'ai eue avec lui, il m'a parlé de prostituées mortes qu'on retrouvait tout le temps dans la rivière. C'était dans une ville pas très loin de chez nous. Quand il en parlait, il avait presque l'air joyeux. J'ai indéniablement parlé à un tueur en série. Une fois, alors que j'avais environ 15 ans, mes parents m'ont obligé à sortir avec eux pour faire des courses. Je les attendais à la sortie d'un magasin et un homme est passé devant moi avec du papier toilette collé à sa chaussure. Comme je me sentais bien ce jour-là, j'ai attiré son attention pour lui dire. Lorsqu'il s'est retourné pour me faire face, j'ai immédiatement reconnu son visage. Ce visage était le même que celui que j'avais vu plusieurs fois auparavant sur une photo d'identité judiciaire. Par le plus grand des hasards, je faisais des recherches sur le cas de cet homme à l'époque, dans le cadre de mes recherches sur la guerre civile de mon pays. Cet homme, ainsi que plusieurs autres, avaient passé des années à enlever les gens dans la rue et à les tuer comme des bétails. Certains d'entre eux avaient été attaqués si violemment qu'ils avaient failli être décapités. Les tueurs avaient été libérés prématurément dans le cadre d'un accord de paix conclu par le gouvernement. Et le plus effrayant dans toute cette histoire, je faisais partie de la population religieuse visée par ces personnes. Heureusement, cet homme s'est rendu compte que je l'avais reconnu et s'est empressé de sortir. Mais tout de même, ces quelques secondes ont été très tendues. Je n'en suis pas tout à fait certain, mais je jurerais avoir eu comme collègue un futur tueur en série. Honnêtement, c'est un sentiment purement instinctif, mais cette personne avait tout ce qu'il fallait. Il a tué plusieurs animaux. Il a défoncé la tête d'un opossum que d'autres gens avaient décidé d'adopter, et il n'arrêtait pas d'en plaisanter. Il était vraiment obsédé par l'idée de faire du mal aux animaux. Cette personne est vraiment charmante pendant un moment, puis tout d'un coup, il s'envenime pour un rien. Un jour, je vais le voir dans le journal, je le sais. Mon beau-fils était comme ça. Nous ne pouvions pas avoir d'animaux de compagnie ou d'animaux tout court dans la maison, parce qu'on savait qu'il finirait par les tuer dès que nous aurions le regard détourné. Il a tué les poissons et les grenouilles de mon fils. Il trouvait ça amusant. Une fois, mon fils et lui sautaient sur le lit
et je suis arrivé à la porte juste à temps pour le voir pousser mon fils du lit en plein vol et le faire s'écraser sur le sol en béton. Lorsque j'ai divorcé, l'une des premières choses que mon ami m'a dites a été « Au moins, telle personne ne te tuera pas dans ton sommeil maintenant ». Je n'ai aucun doute sur le fait que cet enfant deviendra un meurtrier en grandissant. Malheureusement, je fais aussi partie de ce club. Le premier jour où j'ai emménagé avec ma nouvelle famille, j'ai vu le gamin battre le chien. D'autres fois, il disait qu'il jetait des chats à travers la pièce et d'autres choses très inquiétantes. Cet enfant ne se souciait tout simplement pas des conséquences ou de la discipline, et il manipulait tout le monde. Larmes de crocodile, faux remords, tout le tralala. Dès que personne ne regardait, il redevenait normal. Il me détestait parce que je l'interpellais sur ce mensonge et son comportement, et je finissais par le dénoncer à son père et à d'autres personnes. J'ai dû prouver que je disais la vérité en enregistrant mes conversations avec lui. Personne ne me croyait autrement. Tout ça s'est passé au cours des 3 dernières années, et je suis actuellement en train de divorcer du père et de rester à l'écart. L'enfant a 16 ans maintenant, et est toujours aussi troublant. Je ne pense pas qu'il ait changé, je pense juste qu'il est devenu un peu plus sournois, et qu'il a appris à cacher ses habitudes. Ça s'est passé il y a longtemps. J'avais mon chien sur le siège arrière de ma voiture, c'était un berger allemand de 6 mois, et nous rentrions chez nous après un cours de dressage de chien. Il faisait nuit et il n'y avait pas de lampadaire dans la rue. Ma voiture commence à crachoter, et je savais par expérience que le filtre à carburant avait un problème, et que si je pouvais m'arrêter quelques minutes, la situation s'améliorerait, et je pourrais rentrer à la maison. Une voiture noire passe, ralentit, fait demi-tour, repasse devant, refait demi-tour et se gare juste devant ma voiture. Je verrouille toutes les portes. Un homme sort de la voiture noire, il s'approche de ma voiture et il essaie de me convaincre de monter dans la sienne pour qu'il puisse m'emmener au téléphone. C'était avant que je n'aie un téléphone portable. Je lui dis que non et que ma voiture sera prête dans quelques minutes. Il s'obstine à vouloir me faire sortir. Puis, il essaie d'ouvrir ma portière. C'est alors que ma chienne, qui venait tout juste de trouver sa voix de grande fille, s'est jetée sur la fenêtre depuis la banquette arrière et a aboyé comme un berger allemand. Le type a levé les mains, il a reculé, il est remonté dans sa voiture et il est parti. Depuis ce jour, chaque fois que je partais pour un long voyage, ou que je savais que je serais seul la nuit tombée, ma chienne m'accompagnait. Je crois qu'elle m'a sauvé la vie cette nuit-là. Ce type qui avait l'habitude de venir à l'endroit où je travaillais, c'était apparemment un ancien Navy SEAL et il dégageait un air négatif. Il était effrayant et semblait toujours être en colère. Il était ami avec mon patron et lui racontait des histoires sur le nettoyage des plateformes pétrolières pendant la guerre du Golfe. Il disait qu'il tirait sur les rotules des combattants ennemis avec un fusil de chasse, puis sur la tête, juste avant qu'ils ne tombent. Il était également ravi de raconter ça aux autres. Et des trucs bizarres en général, comme le fait qu'il disparaisse régulièrement et qu'il ne fasse aucun signe de vie à mon patron pendant des mois. Puis il revenait en disant qu'il était parti pour affaires. Et il avait l'habitude de se promener dans son quartier après les ouragans, en Floride, avec une arme de poing pour arrêter les pillards. C'était un type effrayant. Il avait de mauvaises vibrations et des histoires bizarres. Un de mes collègues avait une connaissance qui était mercenaire. Il allait dans des endroits exotiques, rencontrer de nouvelles personnes et les tuer. Une fois, il avait apporté un album. Il n'y avait rien sur l'action ou les combats, juste des photos de trophées de ses meurtres. Je me souviens d'une photo d'un homme mort sur lequel s'était agenouillé. On pouvait voir les os de son crâne juste en dessous de son nez. Le soldat mort avait l'air de sourire. Le mercenaire était assis dans un décor de jungle, peut-être en Amérique du Sud, et il avait un bol de céréales, et tenait une cuillère sur le sourire du soldat mort. Le sourire du mercenaire était presque aussi large que celui du soldat. Ce type a donc tout fait. Des meurtres en série, des meurtres sauvages, des meurtres de masse, tout en étant payé pour ça. Au lycée, j'ai rencontré le cousin d'une amie. Il était extrêmement beau et charmant. Il avait 15 ou 16 ans à l'époque, et j'en avais 13 ou 14. Il a essayé de se forcer sur moi. C'était un lutteur, il m'a plaqué au sol, et dans le plus grand des silences, il m'a déshabillé pendant que je me débattais. Heureusement, j'ai été sauvé par un ami avant que ça arrive. Mais tout ça était si froid et calculé, aucune drogue ou boisson n'était impliquée. Apparemment, il a eu des ennuis pour avoir fait la même chose à quelqu'un d'autre le soir du bal de fin d'année. Je n'en ai jamais parlé à un adulte, je suppose que c'était un sociopathe, et qu'il doit probablement être en prison en ce moment. Lorsque j'étais lycéen, j'ai rencontré un enfant dans un camp d'été,
qui aimait vraiment tuer des choses. Il marchait sur les grenouilles et les araignées, il tuait les salamandres, il a même eu des ennuis pour avoir tué une tortue que nous avions trouvée. Personne ne l'aimait, il n'était pas très gentil, mais ce plaisir flagrant pour la mort me donnait vraiment la chair de poule. On disait à la colonie qu'il deviendrait un jour un tueur en série, et je ne serais pas surpris si c'était vrai. Ma femme et moi faisions nos courses ensemble. À un moment, on s'était séparés pour chercher quelque chose. À mon retour, un homme en trench coat lui parle, et il est manifestement mal à l'aise. C'est une jolie femme, mais donc ça arrive parfois. Je m'approche et je souris au type. Je demande à ma femme ce qu'il nous faut de plus pour interrompre la conversation. Elle marmonne ce dont nous avons besoin et s'éloigne rapidement du type et de moi. Le type commence à parler et il est complètement à côté de la plaque. Il commence à parler de sa mère, puis il sort un Polaroid d'une vieille femme dans un lit d'hôpital. Elle est clairement morte. Il me dit « Vous voulez voir d'autres photos de ma mère ?» Je lui dis « Vous avez une famille très charmante, mais je dois retourner à la mienne. » Et c'est là que je passe du sourire à la sévérité. Je l'ai regardé dans les yeux, et la folie qui semblait dégager auparavant s'est transformée en une intelligence aiguë. Je pouvais voir un air agacé et hautain qui émanait de ses yeux. Il n'a pas dit un mot, il a juste continué à me fixer dans les yeux. Je n'ai pas détourné le regard, et je ne me suis pas éloigné, et il a fini par rompre son regard. Il a peut-être pensé que c'était moi, le tueur en série, mais ça ne me dérange pas du tout. J'emmerde ce type. Il me rappelle un prof que j'avais à l'université. Ce prof n'avait pas l'air aussi fou, mais son regard était presque aussi glaçant. Je regarde les yeux des gens partout où je vais. Ce n'est pas inconfortable pour moi, et je peux donc observer les yeux de beaucoup d'autres personnes. Il n'y a pas de meilleure façon de décrire les yeux de certaines personnes que de les qualifier de prédateurs. Des hommes et des femmes. Certains d'entre eux ressemblent à des prédateurs cherchant leur proie, à tout moment, toujours en attente. Ce regard me met mal à l'aise et remet en cause tout ce que je suis et tout ce que je ressens. Une personne qui a ce regard ne sera jamais mon ami et je ne lui ferai jamais confiance. Nous ne ferons probablement pas plus que nous connaître, nous ne nous parlerons probablement pas à moins d'y être contraints. Et je ne veux absolument rien avoir à faire à cette personne. Je n'ai sans doute jamais parlé à un tueur en série, mais ils partagent tous un regard de prédateur, et pour moi, c'est suffisant. Je vis dans une petite ville de l'Alberta. La gentille dame du magasin local a disparu un soir, et tout le monde s'est demandé ce qui lui était arrivé. Personne ne soupçonnait vraiment qu'il s'agissait d'un acte criminel. Quelques amis et moi faisions la fête un samedi, et un certain Jeff Thurston était avec nous. Nous avons fait la fête toute la nuit avec lui, mais on ne le connaissait pas vraiment. On le voyait en ville de temps en temps, mais il ne faisait généralement pas la fête avec notre groupe. Quelques jours plus tard, il a agressé une femme dans un salon de coiffure, et on a découvert qu'il avait volé et assassiné la gentille dame du magasin local. J'ai donc fait la fête avec un meurtrier, alors que sa victime était retenue en otage dans son sous-sol. Ce n'était pas un tueur en série, mais c'était quand même assez effrayant. Lors d'une réunion de famille, un cousin éloigné a amené un de ses amis. Tous les deux devaient partir en vacances et la réunion était sur leur route. Et ce n'était pas inhabituel d'amener un invité sans un lien de parenté. Le type a passé tout son temps à prendre beaucoup de photos de tout le monde et n'arrêtait pas de marmonner que ses amis, une fois rentrés chez eux, n'en reviendraient pas qu'il avait rencontré tant de belles personnes. Il ne s'agissait pas non plus de photos spontanées. Il nous disait de nous mettre debout, l'un après l'autre, et de poser pour ces photos. Il disait « Hey, tout le monde à cette table se lève pour que je puisse prendre une photo. Ok, maintenant, juste une avec vous. Ok, maintenant, une juste avec les hommes, etc. » Il en a pris des tonnes. C'était vers l'an 2000, donc c'était un vrai appareil photo, et il ne proposait pas d'envoyer les photos à quelqu'un d'autre plus tard. C'était un type très troublant, et je me demande encore ce qu'il a fait de toutes ces photos. C'était en 1983, à Fort Myers en Floride, et je me trouvais sur le parking d'un centre commercial. Un homme barbu, muni d'appareil photo, m'a demandé si je voulais bien poser pour lui. Il m'a tout de suite donné la chair de poule, et je lui ai dit non. Il m'a suivi jusqu'à ma voiture, en me disant que j'étais une beauté exquise, et qu'il devait me photographier. J'ai accéléré le pas, et j'ai couru jusqu'à ma voiture. Il a couru après moi, il a saisi la poignée de porte, et la secoué, mais heureusement je l'avais fermée à clé. J'ai appelé la police une fois rentré chez moi, parce que nous n'avions pas de téléphone portable à l'époque. Il s'est avéré que ce sale type était Christopher Wilder, un vrai tueur en série. Je suis contente de m'en être sorti. Je m'entraînais à la salle de sport de l'université et il n'y avait personne.
Mais ce type sur la machine en face de moi a commencé à bavarder. Je ne suis pas un abruti, alors je lui ai répondu, mais très brièvement, pour lui faire comprendre que je n'avais aucune envie de parler. Il avait une trentaine d'années, mais une coiffure bizarre comme celle d'un homme de 69 ans. Des vêtements longs et mal ajustés. Mais il s'est levé et il s'est tenu à côté de ma machine et a continué à me parler. Je faisais des études en psychologie et quand il a découvert ça, c'est comme s'il avait eu le feu vert pour devenir bizarre. Il a commencé à parler d'une recherche qu'il avait faite, en sociologie ou quelque chose comme ça. Et il a commencé à parler des attaques contre les hommes gays. Il était très enthousiaste au sujet de la conversation. C'était très étrange et il m'a suivi sur plusieurs machines avant que je ne cesse de lui répondre. Une autre fois, alors que je me détendais dans le jacuzzi les yeux fermés, un homme âgé s'est placé au-dessus de moi et m'a versé de l'eau glacée sur le dos pour s'assurer que je ne dormais pas. C'était une drôle de journée de gym.